Bonjour et bienvenue dans Cinéchoc. Au sommaire, visite au Paris Image Digital Summit, l'événement qui vénère les effets spéciaux. À l'affiche cette semaine, il était une fois une blonde très énervée avec Revenge, on voit le bout du tunnel dans le labyrinthe Remède mortel, et Clint Eastwood revient sur l'attentat avorté du Thalys avec le 15h17 pour Paris. Et en avant-première, Peter Jackson présente Mortal Engines. Imaginez Blade Runner, Seven Sisters ou Valérian sans effets spéciaux. Le monde du trucage numérique est devenu l'atout indispensable des méga-productions mondiales. Mais il s'est immiscé également depuis longtemps dans le cinéma plus intimiste ou historique, à l'image de Au revoir là-haut d'Albert Dupontel. Y'a un problème? Oh, je te parle. Il y a un problème avec ma photo? C'est-à-dire que c'est pas très ressemblant. Le Paris Image Digital Summit, qui s'est tenu au Centre des Arts Numériques d'Enghien-les-Bains, a été l'occasion d'entrouvrir les portes du monde des effets spéciaux, peuplés d'artistes et d'ingénieurs de haut vol. Cinéchoc y était, et on vous rapporte sans fond vert le meilleur de cette manifestation unique en son genre. Baïonnette au canon! Aux échelles! Et puis après, nous on y est allés. Faut dire qu'on avait la colère. La France est depuis les origines de l'image de synthèse une des nations pionnières dans le domaine. Cependant, son cinéma n'a que trop rarement utilisé le potentiel des sociétés d'effets spéciaux tricolores. Heureusement, ça change. Des films comme La promesse de l'aube ou Dans la brume, qui sortira en avril prochain, utilisent largement les trucages pour des séquences spectaculaires. C'est le cas également du film d'Albert Dupontel, Au revoir là-haut. Ici, les effets spéciaux réalisés par la société française Micros étaient là pour accompagner la mise en scène flamboyante de son réalisateur et recréer l'ambiance d'un Paris des années 1920. Le livre de Pierre Lemaître était très descriptif. En plus, il faisait appel à une époque qu'on connaissait bien, c'est Paris à 100 ans. Les photos déjà abondaient par rapport à ça. Donc il y a eu plusieurs choses. Il y a bien sûr des indications données par le livre. Après, il y a toute la collection d'images qu'on a pu faire avec la déco, avec les costumes, avec Cédric. Donc les informations, elles étaient extrêmement abondantes. Et après, on a juste pris ce qui nous intéressait pour raconter l'histoire qu'on souhaitait raconter. En tout, ça a pris 3 ans entre les premières discussions et la fabrication du film. Et voilà, on a eu du temps de réflexion, du temps de bien préparer les choses. Donc c'est une réflexion où le chef d'éco, enfin voilà, on est... Il y a un plan dans le film où il y a un rapatriement des blessés. Et là, on était les seuls à comprendre ce qu'on faisait. Ah ouais. Il n'y avait pas de camion, il n'y en avait qu'un. Donc l'idée, c'était il y avait un camion dans le fond. Et c'est vrai qu'il avait dit très logiquement, je vais dupliquer ce camion, voilà. Et on a essayé d'expliquer, il n'y a qu'Albert et moi qui voyons le plan qu'on voulait faire. Mais ça marchait bien à l'arrivée. C'est vrai que quand on voit le plan avant les effets spéciaux, c'est trois pratos avec des petites passerelles pour le caméraman, mais les camions n'existent pas du tout, quoi. Mais ça fonctionnait bien, Hors de ces murs, vous adopterez toute l'identité unique de Karen Settman. Si les effets spéciaux nous font replonger dans les mondes passés, ils inventent aussi ceux du futur. La science-fiction était particulièrement présente aux PIDS, à commencer par la présentation de la fabrication du succès surprise de l'été dernier, Seven Sisters avec Noomi Rapace. Avec un budget tout à fait raisonnable, les sociétés Villains Wear Black et CGEV ont créé un futur proche où la technologie de pointe côtoie une économie en décrépitude. On n'était pas dans une idée d'être dans le futur avec des voitures qui volent, des hologrammes sur les immeubles et ce qu'on peut voir aujourd'hui dans beaucoup de films de science-fiction. On était plus sur l'idée d'un film d'anticipation avec plutôt une idée du futur avec une économie qui était à l'arrêt et des bâtiments complètement laissés à l'abandon au niveau de la fabrication avec recouverts encore de bâches. Et la technologie pour rendre le film un peu futuriste, elle venait en tout cas pas sur les environnements, mais sur tout ce qui était, on va dire, les gadgets et technologies autres. On a inventé toute une histoire sur comment ces entreprises avaient disparu. On a imaginé Apple se faisant racheter par Intel. On s'est mis au boulot et on a mis le paquet. On s'est beaucoup amusé. C'est agréable d'avoir toutes ces discussions, toutes ces idées, et de voir ensuite leur traduction à l'écran. Alors, ça passe très vite, bien sûr, mais ça fait plaisir. On sait que derrière chaque détail, il y a un choix mûrement réfléchi. Sur le même concept de futur noir, mais avec beaucoup plus de moyens, Blade Runner 2049 nous plonge dans un Los Angeles méconnaissable, où les gratte-ciel d'1 kilomètre de hauteur cohabitent avec la barbarie la plus brutale des bas quartiers. Blade Runner, premier du nom, sorti en 1982, est toujours une référence graphique pour le monde de la science-fiction pessimiste. Autant dire que la société Double Negative, chargée de créer la mégalopole californienne de 2049, avait une sacrée pression sur les épaules, tant celle dépeinte dans le premier opus reste un modèle absolu en termes d'immersion dans un urbanisme imaginaire. On avait bien conscience de la dimension iconique du film original.
Dans le premier Blade Runner, le monde n'est pas passé au numérique. Ils ont créé un monde analogique futuriste à partir des technologies qu'on avait dans les années 80. Dans Blade Runner 2049, le monde n'est toujours pas passé au numérique. On est toujours dans un monde analogique, mais encore plus futuriste. C'est l'idée qu'on a voulu faire passer avec les hologrammes. En regardant les personnages, on n'a jamais l'impression de voir des pixels, mais des lignes de balayage, comme sur nos vieilles télés. La plupart des différences dans l'apparence de Los Angeles, entre le premier film et celui-ci, sont dues aux altérations du paysage voulues par le réalisateur. Cette architecture brutaliste de béton sans aucune couleur contribue à renvoyer l'idée qu'entre les deux films, tout s'est effondré, l'économie et tout le reste. Il ne reste pratiquement plus que des décombres. Avec le progrès des images de synthèse et l'apparition du photoréalisme, les effets spéciaux permettent, depuis une dizaine d'années, de créer des personnages à part entière, capables de nous donner des sensations dignes des meilleurs comédiens. C'est la spécialité de Joe Leterrier, invité d'honneur du PIDS. Depuis la création du personnage de Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, Joe Leterrier est devenu le plus grand créateur d'acteurs numériques du monde. Un miracle de l'imagerie moderne, rendu possible grâce à la performance capture, au cours de laquelle les images de synthèse calquent les expressions et mouvements de véritables comédiens. C'est le cas dans La Planète des Singes et Valérian, pour lesquels Joe Leterrier et ses équipes ont façonné des créations virtuelles plus vraies que nature. On est arrivé sur le projet Valérian parce que Luc Besson était intéressé par notre travail sur les personnages. C'est notre priorité. On a porté énormément d'attention aux Pearls et aux Boulan, de façon à ce qu'ils passent le mieux possible dans le monde autour d'eux. Pour moi, tout ce qu'on a construit autour d'eux participe à caractériser les personnages. Je compare ça au travail du costumier. C'était pareil avec Avatar, qui est aussi un film où les personnages ont un rôle primordial. Sauf que cette fois, les personnages évoluaient dans un univers totalement différent. Il fallait non seulement qu'ils se mélangent bien avec les acteurs vivant à côté d'eux, mais aussi avec le monde autour pour qu'on y croie. Avec La Planète des Singes, on a pu aller dans une toute autre direction. Pour mettre en avant les différences entre les singes et les humains, on s'est concentré justement sur leurs ressemblances. Ce sont des choses qui m'intéressent parce que c'est passionnant. Même quand un personnage vous paraît intéressant, prometteur, si vous n'avez pas une bonne histoire derrière, il ne retiendra pas votre attention. Il n'y aura pas de surprise. Extraordinaire. Joe Leterrier est actuellement en plein travail sur les suites d'Avatar de James Cameron. Mais avant, on pourra une nouvelle fois apprécier son travail pour Alita Battle Angel, une adaptation d'un manga qui sortira l'été prochain. Alita nous plongera dans un avenir lointain dans lequel les cyborgs vivent au sein de la population humaine. Je ne veux pas en dévoiler trop sur Alita. Je dirais seulement qu'il s'agit d'une histoire d'amour. Encore une fois, c'est un film porté par les personnages. C'est ce qu'il faut retenir. Je pense que tu étais quelqu'un de précieux. Jennifer, Stan Dimitri, my associates. Hi. La réalisatrice Coralie Farja a bien choisi son moment pour sortir son premier long-métrage Revenge. En pleine affaire Weinstein, ce survival sanglant dépeint la lutte d'une jeune femme face à ses bourreaux. Non contente d'avoir échappé à son funeste destin, la belle blonde se transforme en guerrière afin de se faire justice. Derrière le discours féministe engagé avancé par les producteurs du film, Revenge est avant tout un petit défouloir gore et très basique, magnifié par une très belle réalisation. En d'autres termes, un pitch de série B avec un très bon chef opérateur. Le temps presse. Tu as vu ce qui se passe là-bas? La saga du labyrinthe, débutée en 2014, semble prendre fin avec ce troisième opus. Un dernier épisode accouché dans la douleur, puisque son tournage a été interrompu plusieurs mois pour cause d'accident de son comédien principal Dylan O'Brien lors d'une scène de cascade. Le labyrinthe, c'est aussi l'un des derniers représentants d'un genre, celui des sagas fantastiques pour adolescents type Hunger Games, qui a fleuri au cours de la dernière décennie, mais dont la mode semble s'être un peu estompée. Ils s'arrêteront jamais. C'est à nous de les stopper. La dernière ville, le quartier général de Wicked. La tanière du lion et Hermano. Et c'est là où on va.
On a passé 3 ans derrière des murs à essayer de s'évader. Et maintenant, il faut y retourner. Je monte devant. Le monde est en train de mourir. Mais si nous trouvons un vaccin, nous n'aurons pas fait tout ça pour rien. Clint Eastwood se penche sur le terrorisme en Europe avec le 15h17 pour Paris, en revenant sur l'attaque du Thalys survenue le 21 août 2015. Ce sont d'ailleurs les héros de l'événement de l'époque qui incarnent leur propre rôle dans le film. Et la plupart des gens évitent le combat. La plupart des gens vivent en évitant la douleur. Quand vous cherchez à réaliser un rêve, il arrive un moment où une transformation s'opère. Vous vous mettez au défi de creuser plus profond. Il y a en vous une chose que vous n'avez jamais activée et qui est en sommeil. Ne cherchez pas à prendre des raccourcis. Vous avez été choisi pour ce travail admirable. Dans le monde des blockbusters, où le conformisme est devenu roi, et dans lequel personne ne prend plus aucun risque, quelques résistants font face. Peter Jackson, le réalisateur du Seigneur des Anneaux, va lancer cet été, en tant que producteur, une toute nouvelle saga ambitieuse. Mortal Engines se passe dans un avenir lointain, dans lequel l'humanité vit dans de grandes cités nomades. On est ici entre le château ambulant de Miyazaki et Mad Max, et en voici les premières images. Ciao, et à la semaine prochaine. Qu'est-ce que c'est? C'est Londres.